Et, et je n'ai jamais eu le moindre problème, donc on Pas de échangera souci. par chat et puis voilà quoi. D'accord, ok, parfait. C'est vrai qu'il y a un, je ne sais pas si c'est chez toi, Mathieu, qui a cette espèce de bruit de fond ou pas? Apparemment, oui. Alors, parce que j'ai changé de casque, j'ai un casque qui fonctionne mais qui a une oreillette qui part Tu penses un que peu tu as en besoin vrille, du donc je ne casque? prends plus. Je sais pas si c'est mon casque qui génère ça ou pas. Parce que peut-être tu n'as pas besoin du casque, hein, si c'est Et le peut-être casque. que alors on peut essayer sans casque. Ouais. Voilà, Vas-y, pour voir. quelque chose. Ah non, c'est pareil. Non, Rien. Un peu moins. un peu moins. Un peu moins. Non, c'est quand tu parles en fait. Ce qui peut être très gênant. Mathieu, déconnecte-toi, tu as 5 minutes. Ouais, ou Non, tu sinon, as 12 minutes. je pense peut-être aux options d'annulation du bruit ambiant, peut-être. Tu sais, peut-être que tu fais forcer un petit peu trop zoom. Faudrait que tu ailles voir dans tes paramètres de micro comment tu as réglé l'annulation du bruit ambiant. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais il y a un truc autour de ton micro, ouais. Sinon, il y a une solution, comme ça ne se produit que lorsqu'il parle, tu peux te taire pendant 1 heure. C'est ce que j'allais dire. Ça va être dommage, Mathieu, j'ai besoin de toi pour les lancements quand même, hein. Sinon, je pars tout seul, mais ça va peut-être pas faire le même résultat. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux là? J'ai changé quelque chose? Non, ça Non? n'a pas changé. Non. Ah, Bon, alors je reviens. Bon, je reviens dans quelques secondes, je vais faire un petit peu de police, hein, parce que je suis désolé, je suis en vacances dans le sud de la France. C'est un petit peu bruyant derrière. Je reviens dans quelques instants, mesdames, messieurs. vous êtes où, Annelise? Vous êtes basée où, là? Je suis à La Défense. La Défense. Ah, ben, il y a un beau soleil sur la région parisienne, alors. Ouais, ouais. C'est très beau aujourd'hui. Et toi, Mathieu, à Levallois ou chez Alors toi? là, je suis à Paris, chez moi, sachant que j'évolue beaucoup entre Paris et Reims là actuellement. Ah, Euh, vous avez des affaires à Reims ou? j'ai, oui, oui, oui. Et donc j'ai pas mal de choses à faire actuellement sur Reims. Ouais. Tu sais que j'ai vécu quelques années à Reims, hein. C'est bien, non? Moi, je suis né à Reims, j'avais ma famille Eh ben oui, en partie à Reims. une famille dans le Champagne, j'imagine. Absolument. Et donc, un maximum de choses. Non, mais c'est un peu mystérieux là le son. Alors, C'est drôle parce qu'à certains moments, ça s'arrête en fait, ce ouais. bruit. Quand il y a moins de voix, il y a moins de bruit aussi, mais ça va beaucoup mieux, Mathieu. Oui. Bah, dès que je me tais, je crois que vous êtes content. Hein. Par contre, c'est un peu dérangeant. Alors, je n'avais pas le plaisir de vous connaître. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes nouvellement arrivé chez, ou déjà depuis un certain temps chez Non, Expertise? j'étais cachée. Vous étiez caché? J'étais Expertine depuis 2018. Ah oui, d'accord. Mhm. Vous êtes en charge de… De l'accompagnement des cantons REM, D'accord. surtout pour le LMS.
XLMS. Le Peut-être XLMS. Annelise est C'est là. moi d'ailleurs. Je suis la source du nom. Ah, bravo. Ah, merci. Je vais juste me brancher 2 secondes. Je suis avec vous tout de suite. Mathieu, je t'ai renvoyé un fond d'écran si tu souhaites Écoute, je vais un là, peu je crois que différent. ouais. Je ne sais pas si ce sont tes goûts en termes de mobilier, mais j'ai pris quelque chose de sobre. Tu penses que c'est pas bien que je reste avec mon Golden Gate? Alors, c'est pas si c'est l'effet Golden Gate, mais surtout en tant que participant, on te voit avec comme une coiffe. Ah. Une coiffe noire, en fait, ça fait, Peut-être que je vais remettre mon ça fait casque. vraiment J'ai un casque en ressortir, SPL, voilà. tu sais. Ce fond fait ressortir beaucoup ta chevelure et c'est un peu étrange. Mhm. Essaye de t'éclairer un peu plus, Mathieu, là, parce que l'algorithme de découpage du fond, il a un peu de mal à Oui, découper, j'ai l'impression. c'est ça. Bon, en tout cas, je t'ai envoyé un autre fond d'écran au cas où. Moi, je vais me connecter comme participant pour vous suivre comme participant et j'enverrai des petits SMS à Annelise via Teams si jamais il y a des choses qui ne vont pas. En plus, Mathieu, tu as vu qu'il y avait un sondage de fin de webinaire que tu lanceras au moment des remerciements. Il y a, en plus du premier sondage, il y a un petit sondage de fin de webinaire, juste pour de qualitatif, que tu pourras lancer tout à la fin. Ah oui. Souvent, on oublie, souvent les gens oublient de le faire parce qu'on est dans les questions-réponses, etc. Faudra peut-être, faut lancer ça à un moment donné, pas pendant les premières questions, mais quand les questions ont démarré, voilà. Donc, si tu veux, si tu as encore le temps de changer ton fond d'écran, je t'en ai mis un autre, le cas échéant, Étonnamment, vous avez tous enfin, Thibaut, à moins que ce soit ton bureau qui est magnifique, il y a un très grand espace. On commence dans 5 Oui. minutes, donc il faut que les gens puissent se… On a fermé le portail. Mhm. Donc, je clique sur commencer. Bon, Michel, nous avons la jauge qui augmente rapidement. Je vois ça.
Pour Annelise, on a 2 participants qui ont levé la main. Mathieu, il y a un Oui. petit message dans ton chat perso. Bon, ben. J'ai accès aux questions-réponses, Annie. Je n'ai pas accès au chat perso. Là. Michel, je te laisse décider du moment de démarrer. Eh bien, on peut démarrer. Il est déjà 11h02 ou 11h03. Je n'ai pas l'horloge sous les yeux. Donc, on va commencer notre séance. On a pour 1 heure de travail ensemble. Bien. Donc, alors, je lis la formation live du distanciel de crise au distanciel durable. Ça, c'est un programme qui apparemment a intéressé beaucoup de monde et on peut comprendre pourquoi. Et on va revenir sur la question de l'engagement pour commencer notamment de la capture, je dirais, de l'attention des apprenants dans la formation à distance live. Hein. Alors, appelons ça classe virtuelle si on veut, mais il y a une grande différence entre la classe virtuelle telle qu'on peut l'imaginer ici autour de notre table et telle que parfois elle s'est exprimée pendant le confinement notamment et tout au long du télétravail. Et évidemment, la question de la classe virtuelle, c'est celle de l'embarquement des formateurs dans ces nouvelles animations, ce nouveau format. Donc, c'est aussi une question sur laquelle on va revenir tout au long du webinaire. Mais je crois que Mathieu Heitsi, qui est un des intervenants de notre session, Mathieu, je te laisse te présenter rapidement. Donc, je suis directeur du développement chez Experteam, associé de la structure, et également directeur du développement de Mobitis, qui est une filiale d'Experteam.
Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'entends Thibaut. Pourquoi le meilleur pour la fin? Parce que les participants sont en général très demandeurs, comment dirais-je, de learning expeditions qui ne sont plus possibles maintenant dans le monde physique. Donc, appelons-les des web learning expeditions, c'est-à-dire concrètement, finalement, au-delà de ce que peut dire le fournisseur et qui est toujours très intéressant, qu'est-ce que le client a à dire dans la mise en pratique de ces solutions? Alors, Thibaut, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thibaut, je suis en charge de l'équipe nommée SkillTech. Chez Leroy Merlin France, on est en charge de proposer à nos collaborateurs les meilleures solutions digitales possibles pour le développement des compétences. Alors, je m'arrête un instant sur le poste de Thibaut parce qu'il est tout à fait original, remarquable sur notre marché. La plupart du temps, les services formation qui ont à se frotter à la technologie numérique, et Dieu sait si elle est présente aujourd'hui, comptent sur leurs fournisseurs ou comptent sur leur département IT. Et assez rarement, le Learning and Development a intégré une fonction pointue de spécialistes technologiques, mais pas seulement sur les technologies, sur les technologies appliquées évidemment à la formation. Et Thibaut fait partie de ces très rares personnes sur le marché français qui ont cette fonction. Et je pense que ce sera très intéressant. Je ne sais pas si tu vas pouvoir en parler dans notre webinaire, mais de donner quelques éléments de ta job description sur en quoi consiste ton métier, qui est quand même très spécifique et qui est pour beaucoup dans la réussite du digital learning chez Leroy Merlin, évidemment. Bon, je me présente très rapidement. Je m'appelle Michel Diaz, je suis rédacteur en chef d'e-learning letter et puis analyste dans le cadre de la société FEFOR, qui est un conseil stratégique en digital learning parmi les majors européens. Alors, je vais laisser la parole ou plus exactement le lancement d'un sondage à Mathieu, puisqu'il nous a concocté 2 questions pour commencer. Mathieu, allons-y. On veut savoir effectivement ce que vous pensez de ce que devrait être la durée maximum d'une formation en visio pour rester concentré d'après vous. Et puis la deuxième question, c'est trouvez-vous que le distanciel de crise a eu un impact positif sur les pratiques des formateurs? Donc, la durée maximum, on a le choix entre 30 minutes, 60 minutes, 2 heures, 4 heures, 5 heures ou plus, avec évidemment une seule réponse possible. Et puis, voilà, on va pouvoir sans doute avoir les résultats. Alors, je vais donner les résultats et, messieurs, vous allez les commenter. Alors, ce qui apparaît clairement, c'est que la bonne durée maximum d'une formation en visio, c'est de 60 minutes au maximum pour 52% de notre auditoire. Ensuite, on passe à 2 heures maximum. Bon, le reste est un peu anecdotique, quoique certains pensent qu'une durée maximum de 30 minutes, 13% d'entre nos participants, c'est la durée maximum, effectivement. Est-ce que vous avez des commentaires? On va commencer par toi, Thibaut, là-dessus. Est-ce que ça correspond à ce que tu vis chez Leroy Merlin, par exemple? Ça correspond plutôt effectivement à ce qu'on vit chez Leroy Merlin, bien que cette durée est très fonction finalement de la pédagogie ou de ce qu'on va faire et de la construction pédagogique de l'ingénierie qui est derrière cette modalité distancielle. On a vu, et on peut s'écarter largement de ces seuils-là en fonction de la conception de l'expérience, notamment d'interaction qu'on va proposer à nos apprenants, mais on reste peut-être légèrement au-dessus de 60 minutes, pour ne pas te le cacher, mais on va dire que la moyenne se trouve entre 45 minutes et 90 minutes. Et puisque tu as la parole, ton commentaire sera rapide sur la deuxième question. Trouvez-vous que le distanciel de crise a un effet positif sur les pratiques des formateurs? Tout de même, il y a plus de 80% des participants qui jugent que l'impact est positif. Voilà qui est intéressant. On voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Oui, je crois que ça fait partie des enseignements de cette situation difficile qu'on a traversée, qui a été de remettre en question ces pratiques pédagogiques et que à la fois les entreprises et les centres de formation qui proposaient des formations ont eu à cœur de se remettre en question pour permettre un redémarrage de l'activité.
qui à mon sens est plutôt positif, et on discutera, je crois, un petit peu plus tard de l'équilibre entre présentiel et cette sacro-sainte opposition entre présentiel traditionnel et digital. Mathieu, est-ce que tu as des commentaires sur ces deux questions en complément de ce que vient de dire Thibaut? Je pense que effectivement, la durée qui est indiquée, la durée qui a été éprouvée, on va dire, durant l'année 2020. Je pense qu'après, l'objet est de savoir si on peut s'émanciper de cette contrainte ou pas. Et puis sur les pratiques des formateurs et l'impact positif, c'est une nouvelle assez excellente, effectivement. Cette confirmation par le sondage est très intéressante. Moi, ce que je retiens, c'est notamment ce qu'a dit Thibaut, mais que tu partages, Mathieu, à savoir que la question de la durée est un peu théorique. Évidemment, il y a ces extrêmes qu'on ne peut pas imaginer comme étant possibles, mais tout est affaire d'ingénierie pédagogique, de variété des activités qu'on propose, de capacité évidemment du formateur à animer à distance, etc. Et je pense qu'il faut prendre évidemment cela en compte très largement plutôt que de vouloir absolument rentrer dans une durée standard générique. On va passer maintenant à cette question du distanciel de crise. Alors, je vais te laisser, Mathieu, commenter ça, mais ce qui est intéressant, c'est que selon qu'on se place du point de vue, comment dirais-je, des étudiants ou des apprenants plus largement, et du point de vue des formateurs, on n'a pas tout à fait la même perception de ce qui s'est passé en matière de distanciel pendant la crise. Finalement, c'est le sondage qu'on vient de faire reflète exactement ce qu'on a sous les yeux sur les résultats de 2 enquêtes nationales sur les professionnels de formation et également sur le milieu universitaire. Donc, les étudiants manifestent une difficulté de se concentrer au-delà d'une heure. Alors, est-ce que c'est une contrainte qui est absolue? Je pense que ça fait un peu l'objet de notre échange aujourd'hui. Ils constatent, et ça c'est très intéressant comme constat, c'est que pour eux, il y a plutôt moins d'interaction, quand pour les formateurs, ils voient plutôt effectivement plus de relations. Donc, comment s'expliquer cette différence? Euh, et donc, ensuite, il y a cette dimension de l'évaluation, c'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, on est en retrait sur la capacité d'évaluation, évaluation sommative. Donc ça, c'est un constat. Et puis une difficulté qui paraît importante, qui est le retrait sur le suivi individuel. Donc, probablement que les pratiques qui ont été déployées n'étaient pas optimales du point de vue du suivi individuel des participants. Je pense que ça, c'est un des points qu'on peut retenir et justement un des points d'attention d'un renouvellement des pratiques. Et donc, chez le roi Merlin, Thibaut, un usage florissant du live. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu confirmes effectivement qu'il y a eu un véritable enthousiasme de la part des formateurs de le roi Merlin, que finalement, de se frotter contraints et forcés à cette nouvelle approche de la classe virtuelle, en tous les cas du live distanciel, et si tu vois le même écart de perception entre les formateurs et les apprenants de Leroy Merlin par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Super, merci Michel. Alors, d'abord, en introduction de ma réponse, Michel, et non pas que je ne souhaite pas répondre directement, mais ce qu'il faut rappeler, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que des entreprises de la taille de Leroy Merlin ou d'autres entreprises ont eu à cœur effectivement de proposer une réponse distancielle. On avait la chance chez Leroy Merlin d'adresser déjà par le passé beaucoup de modalités dites de live traditionnelles, c'est-à-dire de webinaires, d'interventions vidéo à distance. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner l'entreprise sur la mise en place de plateaux internes qui permettent effectivement de rendre la parole digitalisée plus accessible, plus évidente, plus régulière et très interactive. À titre d'illustration, mon équipe produit à peu près 300 à 400 événements digitaux par an sur un format live webinaire, hein, donc one-to-many. Hein, je ne parle pas encore là de la classe virtuelle. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même un terreau, un terrain qui était très favorable à l'émergence de cette modalité-là. Le terrain de la classe virtuelle chez Leroy Merlin, c'est un terrain qui est difficile à conquérir. D'abord parce qu'on est dans un environnement de retailer.
plus complexe à appréhender, notamment pour certaines populations qui sont moins équipées, moins à l'aise avec ce type de modalité-là. Il y a eu et je le dis avec beaucoup d'humilité, il y a eu un énorme investissement du centre de formation IDLM, dont je fais partie, pour essayer de faire vivre cette modalité. Ces dernières années, on a tenté, créé plein de choses différentes. Et nous avons eu la chance récemment de pouvoir lancer des projets, pas forcément que présentiels, de synchrone, digitalisés. C'est ce dont je vais plutôt orienter ma réponse aujourd'hui sur cette réponse synchrone, digitalisée, qu'elle soit présentielle ou distancielle. Et effectivement, le contexte nous a imposé, a rendu impossible, il faut le dire, pendant de nombreux mois, l'exercice du présentiel, ou que pour de certaines formations légalement exigibles, je dirais, du domaine de mandatory. Et donc, on a été contraint de mettre de côté cette modalité-là. Néanmoins, et comme on va le voir ensemble, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Je trouve à titre personnel, je suis impressionné de ce qui a été fait comme expérimentation dans le domaine de la formation à distance. Mais c'est pas évident. Ouais, on va en reparler ensemble. Il faut trouver la bonne combinaison. Il faut embarquer ces formateurs. Il faut bien les accompagner sur ce sujet-là. C'est pas juste le formateur se dit un matin, tiens, je vais faire du distanciel. Il faut bien accompagner ça. Et ce qu'on va évoquer un peu plus tard dans cette présentation, c'est le passage à l'échelle, le scaling, le fameux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une approche un peu globale d'entreprise. Et nous avons eu la chance de pouvoir déployer des projets de milliers d'heures dont je pourrais vous restituer ici la teneur. Dans un temps qui était celui du deuxième confinement, nous avons dû basculer du synchrone présentiel au synchrone distanciel en 2 semaines exactement, des projets d'entreprise conséquents qui représentaient pour les programmes que j'ai en tête entre 4 et 7 000 heures chacun. Enfin, 4 000 pour le premier, 7 000 pour le second, plus précisément, dans un temps très très court. Voilà. Et nous avons dans le même temps basculé des formations qu'on a maintenues en présentiel, mais digitalisées pour permettre une meilleure prise en compte du contexte sanitaire notamment, et rendre le synchrone présentiel toujours aussi vivant malgré le fait que voilà, les interactions humaines imposent une distanciation, un nombre de participants somme toute réduit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais effectivement, en synthèse, voilà, il y a eu un gros engouement. Voilà. Surtout, ce qui sous-entend ta réponse, au fond, Thibaut, c'est que les entreprises et leur direction de formation ont abordé cette question du confinement, de la formation en télétravail, etc., en fonction du degré de maturité qu'elles avaient acquis dans ces questions du digital learning. Et c'est vrai que là-dessus, on a des écarts qui sont considérables entre une entreprise comme Leroy Merlin, qui depuis des années réfléchit, met progressivement comment dirais-je, en jeu des modalités digitales, réfléchit à leur articulation avec les besoins des collaborateurs, etc., les dispositifs qui existaient dans le passé, et d'autres entreprises qui ont quasiment découvert le digital learning à l'occasion du télétravail, parce que tout simplement, le cours en salle étant devenu interdit, il fallait maintenir tout de même une activité formation parce que les besoins de formation ne disparaissaient pas avec le télétravail. J'ai une remarque intéressante. Nous avons une remarque intéressante de Simon qui explique l'écart de perception entre les formateurs finalement qui ont le sentiment qu'il y a eu plus d'interaction que dans le passé avec ces nouveaux dispositifs de live distanciel, et les étudiants, les apprenants eux-mêmes qui considèrent qu'ils ont perdu en interaction. Donc Simon dit les participants ont perdu beaucoup d'interaction entre eux et pas tellement avec le formateur, alors que le formateur, lui, ne conteste pas de perte associée de son point de vue. Je pense qu'il y a une dimension tout à fait intéressante à creuser. On n'aura pas forcément le temps de le faire dans le webinaire, mais que devient l'interaction entre les apprenants eux-mêmes, entre les co-apprenants, dans un dispositif de live distanciel très différent de ce qu'on peut trouver en présentiel. Peut-être, est-ce que, Mathieu, tout de même, tu aurais un mot là-dessus? Est-ce que ça expliquerait la remarque, l'écart entre formateurs et apprenants, le fait qu'au fond, les apprenants ont beaucoup de mal à communiquer de façon horizontale à l'intérieur de la classe virtuelle, contrairement à ce qu'ils peuvent faire dans le présentiel. Est-ce que tu as constaté ça? En fait, ça va dépendre effectivement des ingénieries d'animation qu'on va mettre en place. Et donc, je pense que
pour beaucoup, le fait de basculer sur des animations synchrones à distance au pas de charge, ça s'est fait sans réelle réingénierie, donc avec des interventions qui étaient peut-être un peu plus top-down et du coup qui donnaient moins la parole aux participants. Je pense que on a de bons usages des outils classiques qui peuvent permettre de travailler en sous-groupe et de faire participer les apprenants, et puis des moyens d'aller encore au-delà pour mettre en mouvement les participants. On va passer à la suite. Je n'oublierai pas de noter au passage une remarque très judicieuse de Thierry qui dit que, au fond, le présentiel, c'est toujours plus ou moins un événement qui nous sort de notre bureau, hein, de notre poste de travail. La classe virtuelle, telle qu'elle a été délivrée, notamment avec des Zoom, Teams, etc., pendant la crise, fait qu'on était à la fois au poste de travail et à la fois et en formation. Et donc, une réunion de formation venait se coincer entre 10 réunions, toutes plus fatigantes et épuisantes les unes que les autres, parce que ce besoin de communiquer n'étant plus sur le même site d'un bureau. Donc, c'est vrai que là, il y a sans doute un effet de fatigue de l'apprenant qui résulte de la multiplicité des réunions. Alors, c'est le sujet, Michel, autour du manque de contraste entre les oui, de la formation et les outils de la réunion, qui fait qu'effectivement, il y a une sorte de continuum de la visio quelque part, et qui est probablement ça la difficulté à laquelle il faut échapper. tout à fait. Alors, l'impact du 100% distanciel sur le développement des compétences, et on va regarder essayer de répondre à deux questions. Quid des compétences métiers sur mesure et peut-on développer les soft skills 100% à distance? Alors, c'est évidemment une question très importante que celle des compétences métiers sur mesure parce que, comme vous le savez, une grande partie des budgets de formation avant et encore aujourd'hui étaient dépensés dans tout simplement dans les compétences métiers sur mesure. Chaque entreprise a son propre métier et même dans une branche d'activité, chaque entreprise a une façon spécifique de faire son métier. Je pense que chez Leroy Merlin, ce n'est pas la même chose que chez Conforama ou ailleurs. D'où la nécessité de former sur mesure. Mais que devient cette formation métier sur mesure lorsque une partie des collaborateurs ne sont plus dans le geste, dans la salle de cours, mais sont à distance? Donc, je te laisse la parole là-dessus, Mathieu, sur ces facteurs de motivation pour le métier. Alors, le slide présente des chiffres d'une étude ISTF 2021, donc toute récente, qui porte sur… Que je conseille, l'ISTF produit toujours de très bonnes études. Voilà, c'est la 7e édition, donc ça donne des moyens de comparaison dans la durée. Et bon, l'enjeu numéro 1, en fait, hein, le premier facteur de motivation pour se former en ligne, c'est d'aller trouver des réponses à une problématique métier. Et c'est vrai que ce qu'on peut identifier dans ce sujet-là, c'est que répondre à des problématiques métiers, c'est aussi de l'agilité. Et donc, les capacités du live sont évidemment ce qui nous donne aussi un potentiel de réponse agile. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. On retrouve là l'enjeu des certifications de compétences, et je trouve qu'il faut rattacher ça à ce qu'on voyait tout à l'heure sur… par contre, une certaine perte de capacité d'évaluation qui a été constatée dans les classes virtuelles. Donc, est-ce qu'on peut retrouver cette capacité-là? Ça serait un point intéressant. Et puis, une motivation qui augmente, c'est la présence humaine, le facteur humain. Donc, la dimension de tutorat qui est aussi une attente plus forte. Mathieu, est-ce que, avant qu'on passe aux soft skills 100% à distance peut-être, est-ce que les formations métiers sur mesure ont disparu de Leroy Merlin avec le télétravail, la distanciation sociale, etc. ou pas du tout? Vous avez trouvé les moyens de les maintenir? Il n'y a rien d'absolu, Michel. J'aimerais avoir une réponse aussi catégorique que pourrait le suggérer la question. On a essayé plein de choses, on a expérimenté plein de choses. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. A priori, la réponse se trouve plutôt dans un continuum, dans une répartition temporelle différente du temps du synchrone présentiel, quelque chose de plus court, mais répété à de plus nombreuses reprises, qui mêle différentes modalités et qui est, je trouve, en tout cas, côté entreprise, l'opportunité de se réinterroger sur la place de l'accompagnement et du tutorat.
qui, en tout cas à titre personnel, je trouve, a beaucoup a disparu d'une certaine façon des écrans radars depuis 2015 et l'essor de l'e-learning à tout va, en tout cas dans quelques entreprises, pas toutes évidemment, je ne fais pas de généralité. La réalité se trouve plutôt là-dedans. On maintient des formations évidemment spécifiques avec une volumétrie qui n'est pas la même, on ne va pas se le cacher, en articulation avec des dispositifs de présentiel. Et je pense qu'on peut être fier aussi de ne pas avoir forcément tout lâché au distanciel et de maintenir et de vouloir maintenir un niveau de présentiel le plus haut possible dans les conditions enfin dans le respect des conditions sanitaires minimum et de bien réinterroger la pertinence du synchrone présentiel. Mais je trouve que cette crise nous a obligés à réinterroger la pertinence du présentiel compte tenu du risque sanitaire qu'il fait peser sur ses participants et sur la bonne façon d'adresser des dispositifs en distanciel et de trouver le meilleur format possible. Donc oui, ça existe toujours, ça a été transformé, y compris quand c'était du présentiel, hein, une durée de présentiel beaucoup moins longue, beaucoup plus courte, si tu préfères, qui va venir mêler en amont, par exemple, des modalités, pardon, comme le mobile learning ou des choses de ce type-là. Et on va retrouver, et moi je trouve que le contexte actuel renforce encore l'idée qu'on avait besoin d'aller vers du blended, de ne pas renoncer au présentiel, parce que apprendre à poser une fenêtre à distance, c'est compliqué en classe virtuelle, mais ça permet de se réinterroger là-dessus. Voilà. Puisque tu as la parole, Thibaut, tu vas la garder sur la deuxième question qui nous est posée, qui est la question des soft skills 100% à distance. Donc, est-ce qu'effectivement, donc Mathieu, on peut peut-être passer à la deuxième, voilà, au slide suivant. Est-ce qu'à ton avis, et Mathieu complétera ta réponse, il est possible d'enseigner 100% à distance, évidemment en maniant le synchrone et la synchrone sans doute, mais est-ce que c'est possible d'enseigner, d'apprendre des soft skills à distance? Alors, sur la première partie de ta question, est-ce que c'est possible d'apprendre? Je pense que, sans me tromper, qu'on peut dire qu'on peut apprendre à distance. La différence, ça va être la mise en pratique et la pratique, en fait. On n'a pas le même ratio à la pratique, même si on a des outils qui facilitent. Oui, je pense qu'on peut développer des savoirs théoriques autour des soft skills. On peut expérimenter, mais d'une façon différente, finalement, à distance, et accepter, le temps de la crise, de faire des choses un peu plus à distance que ce qu'il faudrait. Maintenant, est-ce que c'est durablement qu'on peut se dire qu'on va développer les soft skills à distance? Je crois pas. Je crois pas que ce soit dans l'intérêt je crois que c'est dans l'intérêt de personne. Et je peux compter sur chacun de nous dès la fin de cette période pour se retrouver, avoir le plaisir d'échanger. Probablement que le digital va trouver la place qu'il aurait dû avoir il y a 5 ou 6 ans quand il est arrivé chez nous et qu'on s'est dit, enfin chez nous, quand il est arrivé sur le marché, je dirais de la formation évidemment, sur l'idée que oui, on arrive aujourd'hui peut-être à un niveau de maturité et de raison sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on peut moins faire. Donc oui, on peut développer. On a une offre d'ailleurs qui tend à s'étoffer, sur laquelle on a justement ces demandes de blendidisation, d'ajustement du parcours. C'est facilitant. L'approche à distance a un côté facilitant sur sur le suivi individuel, one-one, sur cette idée d'une certaine forme de mentorat ou de tutorat suivant le type de parcours qui est suivi, puisque il y a déjà eu cette mise en relation digitale et donc on retrouve finalement son coach, son mentor, son accompagnant à distance, mais sur des temps one-one qu'on a déjà connus, qu'on a déjà éprouvé par le passé. Donc c'est facilitant à ce titre-là. Je pense qu'évidemment, ce n'est pas une réponse absolue. On a besoin et on développe aussi, par exemple, chez Lormain, des outils d'autodiagnostic à 360 degrés, d'autres formats digitaux, mais qui ne peuvent pas remplacer durablement un format synchrone présentiel, des temps d'échange entre apprenants. Et je renforce l'idée que j'ai vu passer, je crois, il y a quelques instants sur la discussion, que les apprenants ont plus besoin que jamais de pouvoir échanger, de se retrouver, et tous ces temps finalement informels où on sortait du cadre du travail, on échangeait avec ses collègues, avec d'autres personnes, d'autres promotions de façon plus informelle, tiens en fait tu fais quoi, etc. On a perdu aussi ça et qu'on a besoin plus que jamais de ces échanges-là. Voilà. Mathieu, ton point de vue sur l'enseignement entre guillemets des soft skills à distance, en tous les cas un rebond par rapport à ce qu'a dit Thibaut. Alors, c'est évident qu'on a tous le sentiment que les frustrations qu'on vit vont créer un appétit de ce qui nous manque actuellement.
Je crois que dans l'étude ISTF, ce qui les a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, la classe virtuelle en fait, a trouvé quand même son positionnement, sa place. Et ils s'attendaient en fait à ce qu'il y ait une sorte de cri d'appel pour effectivement un retour à du présentiel comme avant. C'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y aura probablement une exigence un peu différente aussi sur la pertinence de faire les choses de manière présentielle. Voilà. Donc ça, il y a quand même eu aussi cette acculturation sur finalement la bonne modalité au bon moment. Après, on voyait qu'il y avait tout l'enjeu sur effectivement comment est-ce qu'on est accompagné, comment est-ce qu'on est évalué. Et je pense que ça, c'est dans ces dispositifs-là, que ce soit sur l'asynchrone ou le synchrone, c'est la capacité de prêter attention à l'individu. Donc Thibaut évoquait le tutorat. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est sur une industrie qui, depuis 20 ans, a beaucoup progressé pour rendre un apprenant autonome. C'est formidable. Mais surtout, je pense que le point d'attention, c'est comment est-ce qu'on donne de l'attention à l'apprenant quand on est dans une classe virtuelle. Est-ce que le formateur, on lui facilite en fait la compréhension d'où en sont ses participants. C'est-à-dire que, effectivement, qu'est-ce que vit le participant quand il sent que le formateur identifie très rapidement, finalement en temps réel, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Quand on est dans des formations très formelles, top-down, ce n'est pas du tout le cas. Quand on est dans des formations beaucoup plus interactives, avec des diversités d'activités, finalement, là, on est avec des niveaux d'implication. Alors là, on a évoqué les grilles d'observation, le vidéotag. Le vidéotag, ça va être de l'entraînement, de la simulation, un peu de comportement sur lequel on peut faire du feedback. Les logiques de feedback sur le terrain, bon, c'est une chose auquel on s'est beaucoup intéressé chez Expertime, qui est la possibilité de faire du coaching terrain, qui était un peu moins présente sur l'année écoulée. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on fait le transfert sur le terrain des compétences avec le regard d'un formateur ou d'un manager coach. Donc toutes ces dimensions sont importantes. Quand on est à distance, et Thibaut a eu l'occasion de s'intéresser à cette dimension-là aussi, c'est comment est-ce qu'on travaille la dimension d'équipe, hein, parce que là, on est des individus éclatés. Comment est-ce qu'on recrée de la dimension d'équipe? On peut le créer dans un moment synchrone et on peut le créer notamment, et ça c'est un renouvellement pour le coup assez inédit, dans les logiques de e-sport qui sont en train d'arriver dans le digital learning, où là on a une équipe potentiellement de 5 personnes accompagnées d'un coach qui va être sur une mission, un challenge, et qui va devoir collaborer pour accomplir ça. Et donc ça, c'est je dirais, le digital learning qui s'inspire de choses qui ont émergé de manière extrêmement importante dans la société civile. Merci Mathieu. Je propose qu'on avance parce que le sujet est tellement intéressant et riche qu'on musarde un petit peu en chemin. Et donc, on traite effectivement de l'équilibre synchrone et asynchrone avec ces deux questions, hein, et déjà la question de l'efficacité et de l'importance du synchrone. Alors, puisque tu as la parole, je vais te laisser justement commenter un autre résultat de l'étude ISTF. Qu'est-ce que tu tires de cela? C'est quand même très, très, très marquant de voir que ce sont les deux modalités du synchrone qui sont considérées comme étant les plus efficaces. Donc, et dans une séquence où le présentiel est très compliqué, alors on voit le poids que ça fait, la responsabilité que ça fait porter sur la classe virtuelle. Voilà, qui est le principal message que je tire de ce résultat. Oui, d'ailleurs, si je peux faire un commentaire supplémentaire par rapport à ça. Pendant longtemps, on a vécu sur l'idée de modules e-learning, d'auto-formation, finalement, au poste de travail. Bon, ensuite, évidemment, on est passé sur l'iPhone, etc. Mais on n'était pas en lien avec d'autres humains à ce moment-là. On était en lien avec une mascotte, souvent un peu débile, qui s'adressait à nous comme si nous étions des enfants. L'humain, il a commencé à apparaître de nouveau à apparaître avec les MOOC, puisque dans le MOOC, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même si c'est en différé, on voit quelqu'un qui est filmé, il y a un vrai visage, il y a un vrai formateur avec un vrai contenu, une expertise, etc. Donc, je pense qu'il y a une espèce de volonté du e-learning
de conquérir la dimension synchrone depuis très longtemps, qui est une dimension tout simplement qui consiste à réhabiliter l'humain, c'est-à-dire à réinjecter de l'humain à l'intérieur des dispositifs de formation. Et alors évidemment, on ne peut pas être étonné que la Covid-19 crée une espèce d'appétit énorme par rapport à tout ça, justement, parce qu'elle nous a quand même largement isolés. Au passage, l'étude fait fort menée en Europe avec plus de 500 entreprises interrogées sur l'impact de la Covid-19 sur les dispositifs de formation, sur la formation en général, démontre que 72% des entreprises européennes utilisent maintenant justement les classes virtuelles. Alors, je sais que Jean-Michel, qui est en ligne, là, qui a écrit un petit commentaire et qui a écrit des articles d'ailleurs dans e-learning letter, nous dit bah oui, mais est-ce que Teams, c'est vraiment de la classe virtuelle? Non, on est bien d'accord. Hein. Ça a la couleur de la classe virtuelle, mais ça n'est pas tout à fait de la classe virtuelle. Bon, ceci dit, effectivement, je pense que ce que vous dites sur la réinjection d'humains à l'intérieur des dispositifs a énormément d'importance. On passe au slide suivant. Alors, le titre est un peu, voilà, présentiel, modalité reine, mais déclin accéléré. Déclin accéléré jusqu'où, Mathieu? C'est l'étude, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4% des sociétés pour considérer qu'elles vont faire plus de présentiel, quelle que soit l'issue de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc, ça rejoint ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est que globalement, c'est la capacité à faire du blended learning qui est le plus important aujourd'hui. Le plus. Bien, je pense que. Attention. Voilà, Thibaut en a déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas lui demander son commentaire là-dessus, surtout qu'il y a quelque chose qui suit et qui m'intéresse beaucoup, qui est la réussite, comment réussir la conversion du présentiel. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que c'est un vaste sujet, Thibaut. On a vu effectivement un opportunisme capitalistique incroyable, mais dans mon esprit, ce n'est pas du tout un défaut, c'est le présentiel ne pouvant plus se tenir et les formations, les besoins de formation n'ayant pas disparu, il a fallu le convertir, le distancialiser. Et chacun y est allé un petit peu la fleur au fusil à sa façon. Chez le roi Merlin, en fait, comment vous avez procédé? Ce serait quoi la bonne méthode pour convertir le présentiel? Alors, je ne sais pas s'il existe une bonne méthode. Je pense qu'en fonction des sujets qu'on adresse et des sujets, on va avoir une approche qui va être différente. Ce qu'on va retrouver dans tous les cas, c'est de bien embarquer tout le monde, y compris les formateurs qu'on a parfois tendance un peu à mettre de côté. C'est un vrai travail de concevoir une formation avec des apprenants, avec des formateurs, s'assurer qu'on va bien répondre à leurs besoins, aux besoins de l'entreprise aussi, de disposer de telle ou telle compétence à tel endroit pour servir tel objectif stratégique. La façon dont ça s'est fait, tout va dépendre des projets, de la temporalité, enfin de la période à laquelle ça s'est fait. Sur ce qui était ce que je vais appeler des programmes stratégiques de déploiement, on a eu recours à de l'expertise externe pour nous aider à basculer rapidement des programmes qui étaient conçus en synchrone présentiel pour les basculer en synchrone distanciel. Je rappelle que il y a quelques entreprises qui se sont fait un peu avoir par le deuxième confinement, qui ne pensaient pas qu'il allait venir si vite. Donc, il y a eu un vrai travail pour permettre cela, de réingénierie, de reconcevoir en fait la formation, d'en revoir le rythme aussi. Globalement, la tendance chez Laurent Merlin, alors il n'y a pas de méthode, hein, je suis désolé, mais ça va passer beaucoup par l'embarquement des formateurs, l'embarquement des animateurs, les former, leur apprendre à faire, à produire ces choses-là. Et ensuite, s'ajuster. Je vais être honnête avec toi, Michel. Je ne pense pas qu'on puisse convertir un programme de développement personnel comme on basculerait un programme de formation produit sur la pose de Velux de la même façon exactement. Ce qu'on va retrouver globalement quand même, c'est un maintien du volume de présentiel globalement, avec une répartition qui va être un peu différente. En revanche, on va avoir un vrai effet d'accélération sur le contenu de ce présentiel et sur donc du synchrone présentiel, hein, je précise, et on va plutôt basculer, on va avoir une accélération en fait de tout ce qui va être lié au savoir théorique, à tout ce qu'on peut faire finalement avant ou après d'ailleurs. Sur des modalités de synchrone distanciel, type classe virtuelle. Et on va retrouver sur quelques programmes, notamment aussi, une notion de prérequis. Finalement, on va revenir à quelque chose de plus noble, moi je trouve de mieux d'une certaine façon que ce qu'on a pu faire un temps, qui était d'avoir une vraie approche où on laisse le soin à l'apprenant de se positionner,
d'apprendre, de voir s'il a envie d'aller plus loin, puis ensuite de s'inscrire à un parcours blended. On en reparlera après, c'est, je pense, une des grosses articulations du passage à l'échelle, c'est cette gestion-là. Ça va consister à gérer les inscriptions, la parcourisation, si je peux le dire en français, la répartition du temps de formation dans le temps. Et donc, on a des temps plus courts, plus rapprochés, enfin rapprochés dans le temps. Par exemple, 1 heure chaque semaine, 1 heure et demie chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, pour permettre à l'apprenant de rester en fait dans un niveau de concentration qui est acceptable, quel que soit le niveau. Quel que soit son niveau sa capacité à rester concentré en visio. C'est compliqué, on sait que c'est pas toujours évident, quel que soit l'outil. C'est pas qu'une affaire d'outils, c'est aussi une affaire de formateur. C'est en même temps une affaire de solution digitale qui va permettre de faire vivre quelque chose de très interactif, de centré sur l'apprenant, voire pour certains projets de tomber carrément sur des projets de classe inversée digitalisée. Qui ne sont pas forcément la panacée en tout. Enfin, voilà, il y a eu un mythe, je pense, il y a quelques années sur le sujet, mais voilà. Donc, l'enjeu, c'est raccourcir, reconcevoir la formation, utiliser pleinement les bonnes solutions. Je pense se poser les bonnes questions. On l'a évoqué, je crois qu'on le réévoque après. Teams, Meet, Skype versus des outils de formation à distance. On peut aussi discuter de certains outils de formation à distance. Ne souhaitant me fâcher avec personne, je ne vais pas être trop précis, mais il y a une dimension vraiment il y a tout, il y a de tout. Voilà, il y a des choses très bien, il y a des choses pas très bien, pas très adaptées. Ce qui va être important globalement pour nous, ça va être la partie conception et la partie animation. Et on va découvrir après qu'avec certaines solutions, on n'a pas besoin de former tout le monde à la conception et à l'animation. C'est 2 métiers qui sont très différents. Une conception réussie, pour certains programmes, je l'ai dit, on a eu recours à de l'expertise externe pour accélérer. En revanche, sur l'animation, il y a un vrai sujet de comment j'anime et de comment, du coup, la solution m'aide à me concentrer sur mon animation. Puisque le gros souci d'utiliser, je ne veux pas me fâcher plus que ça avec Microsoft, mais par exemple un Skype ou un Teams, c'est que c'est pas forcément très facilitant pour l'animateur pour être centré sur son animation. Il va passer beaucoup de temps. Soit on est sur quelque chose de très descendant, un PowerPoint tout le long, et là je peux être concentré sur mon PowerPoint. Soit j'ai envie de faire vivre plein de choses, mais du coup il faut que je me rappelle, tiens j'ai envie de lancer le quiz, tiens je vais faire ça, tiens on se retrouve là, je vous envoie une URL. Et donc c'est là, je trouve que la solution prend une place importante parce que c'est autant de charge mentale pour le formateur en moins sur son déroulé, sur son contenu, et beaucoup plus sur les apprenants. Passer plus de temps avec les apprenants, laisser le temps aux apprenants d'apprendre aussi, d'échanger entre eux. Voilà. Merci Thibaut. Alors, tu ne vas pas échapper à une question, Mathieu. 2021, distanciel durable, Moby Ditch, mais de quoi ça parle tout cela? Je crois que là, il y a une information qui est extrêmement contre-intuitive qui est présente sur ce slide, qui dit qu'effectivement le distanciel peut être durable et surtout qui suggère que quand on vient d'1 à 3 jours de présence, la solution suivante n'est pas forcément le blended learning, mais peut être également 1 à 3 jours de classe virtuelle d'un nouveau genre. Donc ça, qui peut le croire? En fait, nous, on ne le croyait pas avant qu'un client ne le fasse. Et donc, on a notamment, donc on travaille avec Decra qui utilisait notre solution Moby Teach pour animer le présentiel sur les renouvellements de qualification dans le métier du contrôle technique, avec effectivement des stages de 2 jours pleins. Et quand il y a eu le premier confinement, la décision qui a été prise par la direction formation de Decra, ça a été de dire on ne bascule pas en classe virtuelle comme tous nos confrères. On va maintenir en fait des stages pleins à condition de pouvoir amener la même qualité d'animation. Et donc là, effectivement, ils ont pu finalement réinvestir leur patrimoine pédagogique dans la distance. Ce qu'ils utilisaient en présence, ils l'ont utilisé à distance avec une vraie capacité de capturer l'attention des apprenants. Ils étaient en plus sur un challenge très particulier, c'est que en fait, le renouvellement de qualification, ça veut dire que les qualifications, elles avaient déjà été présentes l'année d'avant. Donc, ils ont plutôt des stagiaires qui pensent déjà savoir. En termes de motivation, ce n'est pas forcément le top. Et donc, la facilité à pouvoir finalement faire percevoir aux apprenants qu'ils ne savent pas tout, parce qu'on a des logiques d'évaluation formative, sommative, parce qu'on a des jeux pédagogiques, parce qu'on a des challenges
tout ça, ce sont des éléments qui leur ont permis de maintenir en fait l'intérêt des apprenants, qui en fait ont déclaré ne pas avoir vu le temps passer pendant ces stages de 2 jours, et avec des formateurs qui étaient toujours en vie au bout de 2 jours. Merci Mathieu. La capacité d'animation qu'évoquait Thibaut était là. Merci Mathieu. Alors, bon, là, je me permets d'utiliser ma prérogative d'animateur en choisissant, comme il nous reste 20 minutes, un petit peu moins, les slides qui m'apparaissent les plus intéressants à commenter. Et je voudrais qu'on aille au slide 15 sur un programme blended pour 100% des effectifs. Parce que ça me semble intéressant à commenter. Alors, d'ailleurs, en vérité, il est tellement complet, détaillé, ce slide, que je n'y vois pas grand-chose. Mais tu peux, Mathieu, et je vois qu'il y a le logo de Leroy Merlin aussi. Hein, donc, je pense que ça, c'est soit un slide qui vient de Leroy Merlin, soit un slide de collaboration Leroy Merlin Expertime. Messieurs, vous avez chacun 1 minute pour commenter ce slide. Mathieu, à toi. Bon, effectivement, c'est un programme qui est porté sur la plateforme Expertime chez Leroy Merlin et qui met en scène des ateliers Mobiteach, mais je pense que c'est surtout à Thibaut de parler de ce programme massif suivi par 34 000 personnes, qui est un programme assez exemplaire. Thibaut, donc là, on parle de scalability, ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Donc, on est sur un programme de transformation. 4 000 personnes. Oui, on est sur un programme de transformation digitale qui était à déployer sur un trimestre environ. Pour nous, hein, le déploiement a commencé en janvier. Alors, c'est un énorme boulot, presque moins de chez nous, la Skilltech, mais plus d'IDLM, le centre de formation, avec une squad énorme qui a rassemblé des DM, des chefs de projet formation, des concepteurs, pour créer un parcours blended qui se déroule en 4 étapes. Chaque étape commence par des prérequis, en général atteignables en mobile learning, et qui sont suivis d'ateliers présentiels avec une vraie envie de faire vivre une expérience de formation différente aux apprenants. Pour certaines étapes, par exemple, il était demandé à nos apprenants de vivre une expérience d'achat sur notre site e-commerce pour vivre l'expérience que vivent nos habitants au quotidien. Ce que vous avez à l'écran, c'est la matérialisation de ce parcours pour les collaborateurs côté ordinateur. Hein, il y a une version mobile qui a été développée, évidemment. Donc très adapté au mobile. L'enjeu, c'était de se dire, on fait quelque chose de simple, de très graphique, de très visuel. Donc comme vous pouvez le voir, là, vous avez vraiment ce que voit chacun de nos collaborateurs chez Leroy Merlin, qui alterne du présentiel et du mobile learning à la suite, pour un volume d'à peu près 21 heures de formation, qui est un franc succès, à l'occasion duquel on a pu effectivement lancer cette brique Mobiteach, qui a fait naître des vocations et beaucoup d'envie, beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, on est plutôt contraint par nos apprenants, enfin en tout cas par certains utilisateurs qui sont très friands de ce type de solution, de chercher à le conserver à l'issue du programme du passeport digital. On a utilisé différentes modalités pour tester, et effectivement, Mobiteach a été un facteur de facilitation. Si je te suis bien, attention à Mobiteach, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Oui, il y a un côté très, ouais, effectivement. Nos apprenants ont adoré l'expérience. Alors, on reviendra après. J'espère qu'il y a 1 ou 2 slides qui me permettront d'expliquer mes convictions, en tout cas, de partager avec vous toutes et tous mes convictions sur le sujet. On trouvera le temps de ce partage. On va passer directement à 2021, nouvelle segmentation en perspective. Donc là, il est question de quoi? Il est question des outils et des plateformes du synchrone parce que, bon, vous remarquerez la haute tenue de ce webinaire puisqu'on a essentiellement parlé du métier de la formation, de la pédagogie, du service du client spécifique et cet apprenant, etc. Et on ne nous a pas pris la tête, si je peux parler trivialement, avec les technologies qui sont derrière. Mais en même temps, sans ces technologies, tout cela, évidemment, serait impossible. Donc, la pédagogie est première, mais on peut dire aussi que les plateformes et les technologies, à défaut d'être premières, sont centrales, puisque sans elles, rien n'est possible, ou très peu de choses, en tous les cas, sont possibles dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on sait qu'effectivement, il y a un classement de 4 familles du synchrone. Et là, donc réunion, formation, classe virtuelle, événementielle, là, il y a un regroupement qui se met en œuvre. Peut-être, Mathieu, tu peux commenter cela. C'était effectivement la conviction que finalement les capacités renouvelées d'animation potentielle
pouvaient être également les capacités renouvelées d'animation en distanciel et qu'il y avait un intérêt à fédérer les deux, ce que les anglo-saxons appellent l'instructor-led training. Et donc, c'est ILT, VILT pour Virtual Instructor-led Training. Et donc, finalement, on développe le même patrimoine pédagogique, les mêmes habiletés d'animation, avec une versatilité d'animer en présentiel ou en distanciel, suivant le contexte. Et donc, voilà, donc c'est aujourd'hui voilà, ce qui nous semble maintenant devoir être un peu la nouvelle configuration de ce marché. Les outils de réunion et de classe virtuelle, ce sont un peu une frontière, c'est un peu flouté. Nous, on pense qu'il fallait mettre plus de puissance de feu pédagogique dans l'animation et puis fédérer ces deux logiques. Thibaut, est-ce que toi aussi tu as le sentiment que finalement le présentiel a largement informé et inspiré les classes virtuelles quand on voit tableau blanc, atelier, co-animation, sans parler de toutes les autres fonctions qui existent? Est-ce que tu vois cette fusion aussi, cette érosion entre les différents systèmes qui finissent par finalement être transparentes pour l'utilisateur, voire même peut-être transparentes pour le formateur lui-même? On va parler de deux plateformes de formation qui permettent de gérer les modalités synchrones, asynchrones, distancielles, présentielles, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a cette espèce de fusion à laquelle on est en train d'assister? Oui, alors, je pense qu'on y assiste déjà avec des solutions comme Mobiteach, qui est pionnière sur son marché. L'énorme plus qu'on retrouve sur Mobiteach et sur assez peu de produits, il faut le dire, et il faut passer un petit coup de chapeau à Pascal Sivner, aux équipes de Mobiteach, parce qu'on est face à un produit qui est unique sur le marché, qui est la fusion finalement de ce qu'on peut trouver d'un LMS, d'un outil de réunion à distance qu'on appelle un outil de visio pour sa capacité à faire de la visio. Tout le monde a dit on va faire de la classe virtuelle avec Skype. Non, on fait de la visio avec Skype, on ne fait pas de la classe virtuelle avec Skype, ou en tout cas, il faut qu'on me montre simplement comment on fait, et avec des capacités, avec des outils d'animation pour le formateur. C'est-à-dire que ce qu'on va retrouver sur cette plateforme que je trouve dingue, c'est qu'en fait, on a à peu près tout ce qu'on peut trouver comme fonctionnalité technique pour faire vivre une expérience de développement des compétences en présentiel ou en distanciel. Je rappelle juste que pour passer de l'un à l'autre, alors oui, il y a un travail pédagogique, mais il s'anticipe. Pour passer d'un mode présentiel à un mode distanciel sur Mobiteach, c'est un seul bouton. Donc, je suis formateur, je pars pour faire un présentiel, patatras, il y a confinement, il y a un souci à gauche ou à droite. En un seul bouton, je peux passer sur un mode distanciel. Donc, moi, je crois effectivement à ce besoin de retrouver raison, finalement. On a longtemps opposé le digital et le présentiel. Et ce que nous montrent ces solutions-là, c'est qu'on va arriver, je le souhaite en tout cas, et j'en perçois les prémices, on va arriver à un niveau de maturité où on va enfin entendre et comprendre que le digital, c'est un outil qui va permettre de scaler, qui va permettre de faire vivre une expérience sympa, engageante, qui crée de l'engagement pour les apprenants, quelle que soit la modalité synchrone, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Et c'est enfin, quand même, on parlait des formateurs qui ont longtemps été oubliés. C'est aussi la perspective pour les formateurs d'avoir enfin quelque chose de simple et pas de se dire, alors attends, là je vais animer sur Skype, il faut que je fasse d'une certaine façon. Ah là j'anime en salle, du coup je fais autrement. Non, là l'enjeu c'est effectivement d'avoir quelque chose qui soit réellement au service du formateur et de la puissance de la pédagogie qui se sorte de ces contraintes logistiques, je dirais, d'animation pour être concentré sur les apprenants, sur leur montée en compétences, sur leur évaluation, sur leur suivi, facilité par des outils comme Mobiteach qui permettent d'avoir du tracking individuel. En synthèse, pour expliquer ce que sont les live training platforms, j'ai souvent l'habitude de dire que vous croisez des solutions de réunion, de visio, pour leur capacité à faire de la visio et de l'audio, un LMS pour le tracking individuel, des outils d'animation de réunion, comme on a pu en voir avant, pour créer une expérience engageante, pour proposer des modalités distinctes. Tout ça au même endroit. Voilà. Donc, c'est ça que je trouve formidable et j'aimerais que ceux qui en ont besoin nous disent comment on peut aider le marché à se rendre compte qu'il faut arrêter de faire de la classe virtuelle avec la visio parce qu'on tue la classe virtuelle et ça n'existe plus. C'est vrai, Thibaut, ces plateformes permettent de tout faire, mais elles ne permettent pas encore de servir le café dans la salle virtuelle. Mais ça viendra peut-être. Oui, voilà, ça viendra. Bon, et quand on alors, aura transformé le marché, ça viendra. puisque tu as la parole,
on va passer à la planche suivante parce que expérience apprenant, technologie, pédagogie, etc. Très bien, c'est notre cuisine à nous, pédagogues, je dirais. Maintenant, tout ça doit servir l'entreprise, doit avoir une action, un impact positif sur la performance opérationnelle. Donc, on va parler du retour sur les attentes, du retour sur l'investissement. Où est-ce que vous en êtes là-dessus chez Leroy Alors, Merlin? ce qu'on commence à mesurer, et encore une fois, je le partage avec humilité, hein, je n'ai pas la prétention, et c'est le cas de mes collègues chez Leroy Merlin, d'avoir tout fait, tout vu, et de dire voilà notre vérité. Notre retour d'expérience sur le sujet, c'est que je pense, comme beaucoup d'entreprises, on a plongé à un moment donné dans la facilité d'utiliser des outils de visio qui étaient déjà présents parce qu'il y avait confinement, parce qu'il y avait besoin de faire des réunions à distance. Et qu'on s'est dit, bah attends, les licences sont déjà payées, tout le monde sait déjà utiliser Google Meet, en l'occurrence, chez Leroy Merlin, sur un socle Google Workspace. On s'est dit, c'est facile, il y a qu'à. Quand on a commencé à envisager ces projets-là, c'est devenu une usine à gaz. Mais je vous prie de croire, pour ceux qui nous écoutent, que aller déployer 10 000 heures de formation ou 7 000 heures, comme a pu le faire mon équipe, je leur passe un petit coup de chapeau. Il y a eu un engagement de dingue de mon équipe pour rendre possible quand même certains programmes de formation qui étaient compris entre 4 et 10 000 heures. Incroyable parce qu'on avait fait le choix de ces outils de visio. Il faut entendre que, OK, un outil de visio, il est déjà là, il est déjà probablement déjà payé, mais c'est pas parce qu'il est déjà payé qu'il coûte moins cher. En l'occurrence, le chiffre que je peux vous donner, c'est que une classe virtuelle scalée, je parle avec un minimum de volume, hein, évidemment, pour 8 personnes, tout le monde peut expérimenter un peu ce qu'il veut. L'approche ROI sera moins flagrante, mais sur des programmes de 4 à 7 000 heures, on est sur un ratio de 3 à 4 fois plus cher sur des outils de visio. On a un coût de gestion, un coût administratif du programme qu'avec des solutions comme les live training platforms que sont MobiTeach, parce que on a un tel besoin derrière. Il faut pousser les invitations. Comment est-ce que les gens vont s'inscrire? Ah bah oui, mais Skype, on peut pas s'inscrire sur un truc. Ah oui, alors du coup. Bref, je vous épargne tous les débats, mais ce qu'il faut entendre, c'est que des solutions comme MobiTeach, vous allez pouvoir les interfacer avec votre LMS ou avec votre TMS, enfin avec ce que vous avez déjà. Hein, ça prétend rien remplacer chez vous a priori, si ce n'est les outils de visio pour faire de la classe virtuelle. Évidemment, mais ça va vous permettre de gagner un temps de dingue parce que ce que vous avez déjà comme outil pour gérer vos inscriptions, pour faire vivre un parcours de formation à vos apprenants, il peut rester là et vous allez pouvoir brancher dessus MobiTeach et faire bénéficier vos apprenants d'expériences de formation au top, de formateurs qui ont les bons outils pour animer. Et donc nous, l'essentiel du chiffre qui est présenté là, il est sur le coût qu'on va appeler un peu de gestion, enfin sur le coût du programme, notamment sur l'aspect de gestion. Parce que quand vous gérez des tranches d'1h30 de formation pour délivrer au total 10 000 heures de formation entreprise, je vous prie de croire qu'à un moment donné, ça va compter. Et en fait, on se rend compte que faire de la formation avec des outils de visio, ça coûte plus cher qu'avec des outils dédiés à la formation, notamment sur ce coût-là. Parce qu'il n'y a pas que le coût de licence qui devient de plus en plus accessible et qui devient, pour certains, assez proche des outils de visio qu'on peut trouver sur le marché. Comme nous avons commencé, Thibaut et Mathieu, 2 ou 3 minutes en retard, il va nous rester 5 minutes et donc on va passer à demain avec 3 sujets qui supposeraient chacun d'ailleurs éventuellement un webinaire d'1 heure. Donc on va, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette blague d'Andy Allen sur les méthodes de lecture rapide, où il donne l'exemple de Guerre et Paix lu en 1 heure. Et on lui dit, écoute Michel, là-dessus, on est un peu sur la synthèse de ce qu'on s'est oui. dit. Voilà, les apprenants rendus plus autonomes, oui, c'est formidable et c'est très important de poursuivre. Mais oui, c'est-à-dire effectivement les apprenants ayant besoin d'accompagnement de plus en plus également. Ensuite, ce qui a été le good enough de 2020, attention, ça ne veut pas dire qu'on peut prolonger ce niveau de qualité détérioré qui était acceptable dans le contexte qu'on a connu. Et là, il faut probablement passer à une ambition supérieure. Ensuite, le présentiel reste une opportunité, reste important, mais sous des conditions qui sont effectivement peut-être d'arbitrage de pertinence qui ne seront plus exactement les mêmes. Et puis aussi avec une capacité de capitaliser sur ces nouvelles approches et ce patrimoine qu'on constitue et qu'on peut redistribuer entre formateurs pour démultiplier les animations, avoir une qualité, je dirais, homogène, et puis qu'on peut utiliser en présentiel, distanciel.
chez Leroy Merlin, Thibaut pourra peut-être l'évoquer, mais ça a été aussi embarquer les managers dans ces rôles de démultiplication, je dirais, un peu assurés en termes de structuration, puisque c'est cette logique de partage de sessions à animer. Donc, c'est cette démultiplication de la qualité qui est aujourd'hui une possibilité de réponse des départements Learning and Development. Et puis, je dirais pour les formateurs, vraiment un point important par rapport c'est justement, Thibaut évoquait Pascal Stevenard. Quand j'ai échangé avec Pascal sur la préparation de ce séminaire, il me disait, mais les formateurs, c'est des tactiles, ils adorent rentrer dans une salle et ils ressentent quelque chose. Et en fait, ce qu'on cherche à amener aussi avec Moviteach, c'est leur redonner cette proximité, bien qu'on soit à distance. Et cette proximité, ils l'ont parce qu'ils savent en temps réel ce que font les apprenants, quelle que soit l'activité qui est engagée. Et tout ça, ça crée en fait une connexion qui est aussi différente. Je pense, Thibaut, que tu pourras nous faire part de ta vision là-dessus. Je crois que la chose a été dévoilée par Mathieu. Au fond, la question, c'est de savoir comment est-ce que, malgré la distance, on peut recréer de la présence. C'est un petit peu l'idée de la proximité. Est-ce que c'est possible? Dans quelle mesure? Et au fond, quelle est la posture à développer, voire les partenariats par la formation Leroy Merlin pour réussir à atteindre ce résultat? C'est une longue question, une grande question, Michel. Et on terminera là-dessus, tu sais. Bah, décidément. Alors, on va terminer là-dessus. Eh bien, écoutez, je vais vous donner ma conclusion. Je pense qu'effectivement, l'enjeu du moment et l'enjeu pour 2021 va être de trouver d'abord la bonne articulation et de rassurer aussi les apprenants sur le fait, je le lisais à un moment donné, de trouver le bon format au bon moment. Pourquoi pas du blended n'exclut pas la possibilité de faire du blended digitalisé, hein, d'alterner du synchrone et de l'asynchrone dans une modalité pure distancielle, d'ajuster. Et je crois que les directions de formation vont sortir décomplexées de l'année 2020 et abordent 2021 dans un état d'esprit où, de toute façon, on a vécu le pire, on n'a fait plus rien. Hein. Je rappelle que côté Leroy Merlin, on a été fermé pendant des semaines entières, pendant quelques semaines, fermeture complète de tout, le temps de trouver des solutions. Et donc, que tout ce qu'on fera, on va le faire dans l'idée de trouver la façon la plus ajustée possible et la plus intelligente possible pour nos apprenants, pour nos formateurs aussi, hein, qui ont vécu des moments qui étaient difficiles, faut pas l'oublier. Des apprenants qui, je pense, auront besoin plus que jamais en 2021 de développer leur capacité d'apprenance, leur apprenance, leur capacité d'apprendre à apprendre. Et enfin, sur la question qui va être posée aux employeurs, alors je lisais quelques messages sur le sujet, mais de ce que ça crée comme différence. Le full distanciel n'est pas forcément quelque chose qui va niveler, qui va égaliser l'accès. Il y a des personnes qui vont accéder plus difficilement à ce genre de modalité-là. Et donc l'enjeu, ça va être de se poser la question de comment est-ce qu'on fait vivre la meilleure expérience possible, quelle est la meilleure learning experience, et donc pour nos apprenants, quel que soit le format qui soit nécessaire. Et je pense que le digital, plus que jamais, avec la maturité qu'on a pu acquérir ou acquise en 2020, va nous permettre de scaler nos programmes à l'échelle de l'entreprise, d'apporter des réponses individuelles, plus que jamais, et paradoxalement, de faire revenir l'humain au cœur dans nos dispositifs. On s'écarte par exemple de chantiers autour de l'IA pour transformer certains de nos collaborateurs en ambassadeurs du learning ou des choses de ce type-là. Donc, je pense l'humain au cœur avec le soutien du digital pour cette capacité à scaler, à étendre à toute l'entreprise des programmes de formation, de développement qui sont attendus, plus d'imminence, plus de proximité, plus de réactivité dans la formation. Et enfin, digital mieux utilisé, à meilleur escient. Je pense que les balbutiements de 2020 où on a utilisé des outils de visio pour faire de la formation à distance vont s'éloigner. En tout cas, je l'appelle de mes voeux pour se centrer sur des solutions qui vont créer de la valeur et qui vont permettre d'être au cœur de la stratégie de développement des compétences des entreprises en 2021. Merci Thibaut. Mathieu, tu proposes de poursuivre la conversation? Voilà, donc en fait, si on souhaite découvrir de manière plus concrète la solution Moviteach, il y a une démo le 11 mars auquel il est possible de s'inscrire. Il y a un guide des bonnes pratiques. Il y a eu des questions sur finalement où sont les compétences pour accompagner ces transformations.
Dans ce guide de bonne pratique, il y a déjà des bonnes idées qui sont proposées. On a chez un département qui s'appelle Expertise qui a cette double compétence de la ressource d'auto-formation et de la réingénierie du présentiel. C'est vrai que la bonne même, hein, c'est que produire une ingénierie du live, c'est quand même un rapport de 1 à 5 par rapport à produire des contenus d'auto-formation en termes de délai, en termes d'investissement. Hein, donc ça crée une agilité qui est quand même intéressante. Et puis je voulais évoquer le partenariat qu'on a avec Jobseric Labs. Jobseric, c'est un média des ressources humaines. Et donc, on utilise en fait la plateforme avec la capacité de MobiTeach pour explorer de nouvelles thématiques RH clés, notamment l'organisation apprenante, tout au long de l'année 2021. Et donc, c'est ouvert au public des ressources humaines et du digital learning. Et merci, messieurs. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être, le dernier mot qui m'appartiendrait serait finalement sur le constat que la crise et le télétravail notamment ont permis un développement incroyable du live distanciel. Ça fait 10-15 ans qu'on attendait ce développement comme étant un bon compromis entre les avantages du présentiel et du distanciel. Et il avait beaucoup de mal à se mettre en œuvre alors que les problèmes techniques étaient très largement réglés. Il y a moins de problèmes de bande passante aujourd'hui, alors que les formateurs commençaient à être prêts à se mettre à l'animation de ce nouvel objet de formation. Et au fond, la crise a contraint par la fermeture tout simplement du présentiel, on a fermé ce canal-là, à distancialiser en live la formation. Évidemment, parfois un peu n'importe comment, toujours avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de souplesse, de tests, etc. Je crois qu'il est vraiment maintenant essentiel pour les directions de formation de réécrire leur modèle de formation, sans doute, de faire un retour d'expérience sur tout ce qu'elles ont appris, et notamment, et là je rejoins complètement ce que disait Thibaut, toute cette réactivité, cette souplesse, cette agilité que les responsables formation ont démontré pendant la crise, eh bien, comment est-ce qu'on peut les ancrer maintenant au cœur de la posture formation, de façon à ce qu'on soit capable de continuer à avancer, peut-être pas au même rythme que celui de ces derniers mois, mais d'avancer significativement dans la maîtrise et le développement de ces nouveaux dispositifs de formation, beaucoup plus riches évidemment lorsqu'on les intègre avec le présentiel et tout le reste que ce qui existait précédemment. Merci encore tous les deux, Thibaut, pour cette brillante mise en application des concepts dont on a parlé. Évidemment, Mathieu, pour les technologies qui sont derrière, dont je ne vais pas cacher un secret. Ces technologies ont été très largement aussi éprouvées par, comment dirais-je, par Leroy Merlin dans une démarche d'open innovation. Et donc, bravo à tous les deux. Je pense que ça a généré beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. L'audience a été très active. Et je vous dis à bientôt et longue vie à MobiTeach notamment. Merci beaucoup, Michel. Merci, Thibaut. Et merci à toute cette vaste audience. Merci à toute l'audience. Au revoir. Merci, Michel. Merci, Mathieu. À bientôt.